et des lois plus spécifiques qui sont les lois de la physique quantique qui permettent, dans un système anthropique, de définir des stratégies de trading qui sont, je dis le terme, complètement révolutionnaires, parce qu'effectivement, elles sont tout à fait prédictives. Alors oui, effectivement, c'est une question qui peut se poser. Je dois dire que ma première réponse est en fait la précarité. C'est qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, auteur de livres, de romans, je vivais de droits d'auteur, des avoirs que pouvaient me donner les éditeurs. Mais avec ma famille, 3 jeunes enfants et mon épouse, financièrement, c'était très compliqué. Ce qui fait que j'ai cherché à trouver une autre source de revenus. Et en cherchant sur Internet, je suis tombé sur le trading, le marché financier. Je n'y connaissais absolument rien. La deuxième réponse que je peux faire, c'est effectivement la question de ma légitimité, parce que j'aborde les marchés financiers en qualité, entre guillemets, de scientifique. Je ne suis pas physicien, je ne suis pas mathématicien, mais je peux me définir comme un scientifique de formation. Car j'ai fait des études de médecine, aussi un peu de biologie, mais je n'ai pas été au bout de mes études car j'ai voulu me lancer dans une carrière d'entrepreneur. Et ma première entreprise que j'ai créée a été une entreprise d'ingénierie médicale. Donc, on peut dire qu'effectivement, même si c'est très lointain maintenant, j'ai un passé de scientifique et qui m'a beaucoup servi lorsque j'ai abordé le marché financier en utilisant des notions de sciences, de loi scientifique. Alors, je ne sais pas si c'est présomptueux, peut-être, mais en tout cas, mon approche est scientifique. Alors, je ne suis pas le seul dans l'histoire du trading à avoir eu une approche scientifique. Alors, je peux évoquer le modèle Black-Merton, qui a été publié, je crois, en 1973, qui est une approche mathématique permettant d'anticiper l'évolution du prix d'une option. Alors, c'est un modèle qui a beaucoup servi à l'époque. Je crois d'ailleurs que les auteurs ont eu un prix de la Banque de Suez, mais je crois que ce modèle a maintenant fait long feu, on ne s'en sert plus beaucoup. Enfin, c'était surtout les grosses boîtes d'investissement qui ont travaillé un peu dessus, mais c'était trop aléatoire. Parce qu'on retombe vite dans ces histoires-là, dans ce que j'évoquais dans ma dernière vidéo, qui sont les lois de la probabilité. On peut aussi évoquer, alors il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus en termes de scientifiques, des approches scientifiques, il y en a eu beaucoup. On peut aussi évoquer les vagues d'Elliott, que tous les traders connaissent, qui étaient développées par Nelson Elliott au siècle dernier, qui était inspiré de la théorie de Doe, permettant de considérer que le point de départ d'une évolution des marchés se fait par vagues successives, et en essayant d'anticiper l'évolution de ces vagues, on peut anticiper l'évolution d'un prix, d'une option ou d'une cotation. Et puis aussi, je peux évoquer, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, le modèle de Mandelbrot, qui a défini les fractales. Son dernier livre concernait les fractales dans les marchés financiers. Il expliquait que les marchés financiers sont organisés en fractales et que dès lors, on pouvait, en utilisant le mode fractal, pouvoir avoir une meilleure appréciation de l'évolution d'une cotation. Alors maintenant, la physique quantique. Alors je pense qu'il faut définir très rapidement ce qu'est la physique quantique. Alors dans la physique, il y a la physique classique, c'est-à-dire la physique newtonienne, la loi de la gravitation universelle, l'énergie cinétique, toutes ces choses que l'on apprend au lycée, qui concernent les corps macroscopiques. C'est-à-dire on peut définir la physique d'une voiture qui roule, la chute d'un corps, le mouvement d'une comète, etc. Seulement au début du siècle dernier, grâce au développement des techniques, on s'est aperçu que la matière est composée de molécules, d'atomes, donc de tout petits éléments,
et de particules élémentaires, les électrons, les protons, les neutrons. Donc on a essayé, les physiciens de l'époque ont essayé de voir si la physique classique s'appliquait au fonctionnement, au mouvement, aux relations énergétiques de ce qu'on appelle les particules élémentaires. Or, on s'est aperçu à l'époque que ça ne fonctionnait pas du tout pareil. Et que ces particules élémentaires étaient dotées de propriétés qui étaient complètement différentes de corps macroscopiques. Donc, ce qui a développé toute une théorie, un certain nombre de lois propres aux particules élémentaires. D'ailleurs, un des problèmes de la physique actuelle, c'est effectivement de faire coïncider les lois de la physique classique qui concernent les corps macroscopiques avec les particules élémentaires pour une théorie unifiant l'ensemble. Actuellement, on n'y arrive pas. Donc, la physique quantique définit un certain nombre de lois très spécifiques qui concernent les particules élémentaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces lois. Une des premières lois de la physique quantique, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule ou onde-corpuscule. C'est-à-dire qu'une particule élémentaire est à la fois une onde et un élément corpusculaire, matériel. Alors, une deuxième loi de la physique quantique, c'est la superposition d'états. C'est-à-dire qu'une particule élémentaire peut se trouver à deux endroits différents. Donc ça, effectivement, ça a été prouvé par l'expérience. Et ce sont des notions qui sont contre-intuitives. Parce que comment une particule peut se trouver à deux endroits différents? En physique quantique, c'est tout à fait possible. On peut aussi citer la réduction de paquets d'ondes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une particule peut être à deux endroits différents ou aller à deux vitesses différentes dans l'ordre simultané. Mais le fait de l'observer, avec les instruments de mesure qui vont bien, va fixer la particule à un endroit ou une vitesse particulière. On peut aussi parler de la rétrocausalité. Alors, la rétrocausalité est une chose intéressante. Ça signifie qu'un événement du futur va impacter un élément du passé. Alors, ça me paraît un peu dingue, mais effectivement, en physique quantique, on peut trouver ce genre de situation. Alors, comme vous l'aurez compris, la physique quantique est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Ça contrarie le bon sens. Alors, il y avait un professeur américain, un professeur de physique, qui s'appelle Philippe Feynman, qui avait l'habitude de dire à ses étudiants, si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. Donc, ça veut tout dire qu'effectivement, lorsqu'on parle de physique quantique, eh bien, ça paraît complètement improbable. Il y avait même Einstein, pour une propriété de la physique quantique que je vais aborder maintenant, qui est l'intrication, qui lui parlait de phénomènes paranormaux. Parce que lui, il n'y croyait pas. L'expérience a montré que ça fonctionnait, et lui disait que c'est un phénomène paranormal en physique. Alors, maintenant, je vais parler de l'intrication, qui est une propriété de la physique quantique qui me sert beaucoup dans l'analyse des marchés financiers et dans la construction du corpus théorique du trading anthropique. Alors, l'intrication, qu'est-ce que c'est? Alors, on prend au niveau des particules élémentaires. On va extraire, par exemple, deux électrons d'un atome. Alors, je vais prendre un électron, on va dire l'électron A que je vais mettre dans ma main gauche, et je vais prendre un électron B que je vais mettre dans ma main droite. Si je vais agiter l'électron A qui est dans ma main gauche, par l'énergie, etc., l'électron va avoir un comportement particulier. Eh bien, lorsqu'on regarde l'électron B dans ma main droite, cet électron va avoir le même type de comportement. C'est-à-dire qu'il va réagir de la même façon. Pas dans l'ordre du successif, c'est-à-dire il n'y a pas eu l'ordre de millisecondes entre le fonctionnement de l'électron de la A et l'électron B, c'est de l'ordre de la simultanéité, c'est-à-dire dans le même instant. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Il y a nécessairement eu un échange d'informations. Alors, il y a une équipe de physiciens il y a quelques années qui ont fait une expérience très intéressante parce qu'ils ont pris, je crois que c'était des électrons dans une station terrestre avec des électrons qui étaient dans une station orbitale. Donc, ils ont étudié le fonctionnement de ces électrons sous le mode de l'intrication.
donc distant de plusieurs milliers de kilomètres. Donc on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une intrication entre l'électron qui se trouvait sur Terre et l'électron qui se trouvait dans la station orbitale. Et c'est toujours dans l'ordre de l'immédiateté. C'est pas dans l'ordre du successif, c'est dans l'ordre de l'immédiateté. Donc l'intrication est un phénomène majeur en physique quantique. Alors ça, c'est intéressant quand on étudie la physique quantique, mais l'intrication a aussi peut se retrouver dans des tas de domaines d'application autres, en biologie animale, en biologie végétale et aussi en zoologie. Alors, quelle est la relation entre les marchés financiers? La question se pose. Alors, si dans les marchés financiers, on cherche ce que pourrait être une particule élémentaire, on pourrait dire que la particule élémentaire d'un marché financier, c'est une action d'une compagnie cotée. Alors, quand on se pose la question, est-ce que les actions de compagnies cotées pourraient-elles être intriquées entre elles? Regarder une action en soi, c'est un peu compliqué, mais on va regarder le fonctionnement d'un ensemble d'actions. Un ensemble d'actions d'un marché coté, ça peut être un indice. Alors les indices, les traders connaissent bien, ça peut être le DAX, le CAC 40, le Dow Jones, enfin bref, les indices chinois, japonais, etc. Est-ce que les actions qui se retrouvent dans ces indices peuvent-ils être intriquées? C'est ce que j'ai voulu vérifier. Et je vais vous soumettre des schémas. La première image que je vais vous soumettre, c'est la mise en parallèle du fonctionnement d'un certain ensemble d'indices boursiers au même instant lorsque ceci ou l'un de ces indices est soumis à un mouvement, une énergie. La première cotation concerne le DAX. Moi, je travaille sur le DAX. La deuxième, ça concerne le SP500, l'indice américain SP500. Le troisième, je crois que c'est l'Eurostock. La quatrième, je crois que c'est le Japon. Et le cinquième, je crois que c'est la Chine. Alors, lorsque je dis je crois que je le sais, mais ça n'a aucune importance. Le type d'indice n'a aucune importance. On pourrait prendre d'autres indices, le mouvement sera le même. Alors, le dernier indice qui figure en bas de la page, c'est le VIX. Alors, pourquoi j'utilise le VIX? Pourquoi le VIX est intéressant? Alors, généralement, tous les analystes financiers, les traders, regarde le VIX sur des périodes de la journée, de la semaine. Tout le monde sait que c'est l'indice, que ça indique l'état d'inquiétude, de risque concernant les marchés financiers. Plus le VIX est haut, plus cela signifie l'inquiétude des investisseurs. Plus le VIX est bas, plus que cela traduit le fait qu'il y a une confiance dans les marchés financiers sur le plan, de la totalité de la communauté des investisseurs. Alors moi, j'utilise le VIX pas à la semaine ni au mois, je l'utilise sur des très très courtes périodes. Le schéma que je vous soumets, c'est un mouvement boursier à la minute. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit qu'effectivement sur la totalité des indices que je vous soumets, il y a un mouvement baissier. On voit que le VIX a un mouvement haussier. Alors ça, je l'intègre beaucoup dans mes stratégies de trading que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais effectivement, le VIX est un élément fondamental, fondateur de mes stratégies de trading, mes VIX à la minute sur de très très courtes périodes. Alors on s'aperçoit là, à la minute, que dans l'immédiateté, la totalité des indices ont eu le même type de fonctionnement. Alors pourquoi ces indices ont eu le même type de fonctionnement? Parce que derrière des indices, il y a des investisseurs, il y a des sociétés d'investissement, etc. Enfin, tous les gens qui font effectivement fonctionner la bourse. Alors, à la différence d'un électron dont on ne sait pas comment il y a eu une information qui s'est située entre les deux, des particules élémentaires qui sont intriquées. Là, on a un peu une idée de savoir ce qui se passe au niveau des investisseurs. Il y a sans doute effectivement une communication. Mais le résultat, c'est que effectivement, les indices boursiers, les actions qui correspondent à ces indices boursiers ont un fonctionnement similaire à une particule élémentaire. Je dis qu'ils sont un fonctionnement, une similitude d'intrication. Et encore une fois, c'est un élément fondateur
de mes stratégies de trading. Alors on pourrait dire qu'effectivement ça, ce sont des unités temps minutes. Mais quand on regarde à l'unité temps la seconde, c'est le deuxième schéma que je vous soumets, eh bien on s'aperçoit qu'à la seconde, entre ces deux indices, il y a exactement le même mouvement haussier. Ça réagit, c'est pas 2, 3, 4 secondes après, à la seconde exacte. C'est pour ça que je considère, moi, un élément important de mes stratégies de trading, c'est que les particules élémentaires que sont les actions des marchés boursiers sont intriquées. Alors pour conclure ma réponse à cette question, c'est que je considère, je l'explique largement dans mon livre, je considère qu'il y a une similitude, on prend toutes les lois de la physique quantique, à peu près toutes les lois de la physique quantique, je parle de similitude, je ne parle pas d'application concrète de lois de la physique quantique. Il y a une similitude d'application, de fonctionnement des marchés financiers vis-à-vis des lois de la physique quantique. Donc c'est une chose pour moi qui est fondatrice de ma conception, de ma théorie du trading anthropique. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît complètement novateur, car ça m'a permis de construire des stratégies de trading qui n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on peut trouver actuellement. Donc à l'exclusion de l'utilisation, par exemple, des indicateurs techniques dont je ne me sers jamais dans les stratégies de trading anthropique, mais ça m'a permis de construire des stratégies de trading qui sont prédictives. De la même façon qu'un physicien qui va observer ces particules élémentaires va pouvoir, en fonction d'un certain nombre de contextes, de paramètres, pouvoir prédire l'évolution, le fonctionnement, le mouvement d'un électron, il va pouvoir le dire en trading anthropique, en fonction d'un certain nombre de critères, de conditions spécifiques, on va pouvoir prédire l'évolution d'un indice, d'une action, d'une crypto-monnaie, avec globalement une marge d'erreur qui est quasiment inexistante. C'est pour ça que je considère que mes stratégies de trading anthropique sont prédictives, à la différence des autres. Alors, tout d'abord, il faut définir ce qu'est l'entropie, la notion d'entropie. Alors, l'entropie, c'est un ensemble de lois qui ont été proposées, définies par un physicien allemand au XIXe siècle, Rudolf Clausius. Alors, l'entropie, c'est une chose très intéressante parce que ça va mesurer, définir l'état d'ordre, de désordre d'un système. Alors, je prends un exemple très simple. Admettons qu'on va parler d'un glaçon. Alors, un glaçon, qu'est-ce que c'est? Un glaçon, c'est un ensemble de molécules d'eau qui sont très compactées entre elles. Ils ont peu de mouvement, etc., avec une certaine température qui est 0 degré Celsius. Alors, dans un glaçon où les molécules d'eau sont très compactées, très resserrées les unes contre les autres, son entropie est très très basse. Le glaçon, quand vous le prenez dans votre main, il va avoir un échange de température, donc d'énergie, entre la main et le glaçon. Le glaçon va commencer à fondre, va pouvoir aussi se transformer en vapeur d'eau, on appelle ça la sublimation. Donc il va y avoir, avec le glaçon qui est un système anthropique, et son milieu, un échange de température, de chaleur, d'énergie et de matière. Dans ce cas-là, l'entropie du glaçon va augmenter. Donc la notion d'entropie, c'est vrai pour les glaçons, mais c'est vrai aussi, par exemple, lorsqu'on regarde l'univers. Au Big Bang, l'entropie de l'univers était quasiment nulle, très basse. On dit, on n'était pas là pour le voir, mais que globalement, toute la masse de l'univers était concentrée dans un tête d'épingle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'explosion, alors est-ce qu'il y a eu un ajout d'énergie? Parce que il se trouve que cette tête d'épingle devait être bien dans un milieu quelque part. Enfin bref, il y a eu explosion, la tête d'épingle s'est dilatée, et c'était effectivement, je crois que c'est 13,5 milliards d'années.
Ça paraît beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Et l'entropie de l'univers, depuis le Big Bang, n'a cessé d'augmenter. Les physiciens, d'ailleurs, appellent ça la flèche du temps. C'est effectivement l'évolution de l'entropie peut mesurer une durée ou le temps. Un corps humain est aussi un système anthropique. Une cellule animale, végétale, est aussi un système anthropique. Tout l'univers est constitué de systèmes anthropiques. C'est un système universel de fonctionnement de l'univers, de notre situation matérielle. Alors, donc, la question que je me suis posée, c'était de savoir, est-ce que les marchés financiers fonctionnent sous le mode de l'entropie? Alors, dans cet ouvrage, je vous le remontre, j'évoque l'histoire des bourses de commerce depuis le Xe siècle après Jésus-Christ. J'explique, pour considérer que ça remonte un peu plus loin, mais effectivement, les structures de bourses de commerce commençaient à partir du XIe, XIIe siècle, dans l'Europe occidentale. Et cette histoire montre qu'effectivement, les bourses de commerce sont intéressantes parce que, j'explique, enfin c'est ma théorie, que les bourses de commerce, ce sont des chambres d'expansion de l'entropie sociétale. Alors, il y a une relation entre l'entropie sociétale et les bourses de commerce. C'est-à-dire les bourses de commerce permettent d'encapsuler d'une certaine façon de l'entropie, étant considéré que les sociétés, pour qu'elles se développent, pour qu'elles évoluent favorablement, doivent toujours se structurer de plus en plus, donc évacuer de l'entropie dans leur milieu extérieur. La question que je me suis posée, c'est est-ce que les marchés financiers sont donc des chambres d'encapsulage de l'entropie sociétale? Alors ça, j'essaie de le prouver. Selon moi, les marchés financiers, les bourses de commerce qui sont liées aux marchés financiers, sont des chambres d'évacuation de l'entropie sociétale. Et ça, c'est intéressant, parce que ça me permet de définir ce que peut être l'évolution d'un marché financier par rapport à l'histoire d'un pays, lié à son PIB. Donc c'est un élément fondamental de mes stratégies de trading, d'analyse des marchés financiers, parce qu'effectivement j'intègre ces notions d'entropie avec une mécanique de ces marchés financiers qui sont liés à une similitude de fonctionnement avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui sont les lois de la physique quantique. Alors dans une précédente vidéo, je parlais de lois mathématiques, parce qu'effectivement, les lois mathématiques s'appliquent toujours, probabilité, statistiques, etc., et des lois plus spécifiques qui sont les lois de la physique quantique, qui permettent, dans un système anthropique, de définir des stratégies de trading qui sont, je dis le terme, complètement révolutionnaires, parce qu'effectivement, elles sont tout à fait prédictives, à la différence de toutes les autres stratégies que l'on peut trouver, qui sont absolument pas prédictives, qui sont simplement une interprétation de loi de la probabilité, avec globalement une chance sur deux, puisqu'on raisonne en termes de trade, de gagner ou de perdre son trade. Alors effectivement, j'aurais pu garder ça pour moi, mais lorsqu'on fait des recherches, qu'on pense avoir trouvé des choses intéressantes, on a quand même un devoir sacré de les communiquer. C'est comme ça que la science évolue. Je ne me fantasme pas grand scientifique, mais je pense avoir trouvé quelque chose, avoir mis le doigt sur un élément nouveau d'analyse des marchés financiers, et ça m'apparaît complètement nécessaire de le communiquer. Tous les gens qui ont travaillé sur les marchés financiers, qui ont proposé des choses plus ou moins intéressantes, les vagues d'Elliott, etc., même Bollinger, quand il a créé les bandes de Bollinger, qui sont pour moi des systèmes qui sont peu fiables, des stratégies de trading qui ne sont pas solides, il a écrit un livre. Donc ça m'apparaît complètement nécessaire d'écrire le livre que je vous propose aujourd'hui à la lecture. La question des formations en trading, enfin surtout celles que l'on trouve sur le net, sur Internet, ma réponse va être immédiate. Jamais. Pourquoi jamais? Parce que dans la plupart des cas, les gens qui vous proposent des formations en trading, allez, je vais être gentil, c'est quand même
de l'abus de confiance. Étant considéré que assez souvent, ce sont des gens qui se sont intéressés au marché financier, qui n'ont pas une carrière exaltante en trading, et qui ont considéré que finalement, pour gagner un peu d'argent sur les marchés financiers, c'était plus simple de proposer des formations en trading qui font généralement payer entre 1000 et 2000 euros, en bricolant quelques PDF, en prenant quelques PDF que l'on peut trouver, enfin que l'on peut construire en analyse technique et compagnie, en proposant cela à des gens qui n'y connaissent rien. Alors effectivement, c'est un modèle économique qui est pas trop mal, parce que généralement, j'ai un peu regardé ça, parce que je l'évoque dans mon bouquin, formation en trading proposée sur Internet, vous voyez, c'est à peu près 1000 euros, à peu près. Donc avec une communication active. Alors généralement, ils se présentent dans une très belle villa, possesseur d'une belle voiture, en expliquant, moi, j'ai fait fortune en trading, si vous voulez faire comme moi, vous qui êtes dans la merde financière, vous achetez ma formation et dans un mois, vous serez comme moi. Alors effectivement, quand on propose des formations à 1000 euros, il suffit de trouver 10 gogos par mois, ça vous fait 10 000 euros, bon, c'est quand même pas trop mal. Donc ça, jamais, je ne le ferai jamais. Moi, quand j'ai voulu me former en trading, j'ai bien compris que ce qu'on me proposait, c'était... De toute façon, j'avais pas les moyens d'acheter des formations à 1000 à 2000 euros. J'ai, globalement, pour commencer à comprendre, j'ai acheté 3 livres. Voilà. Le premier livre que j'ai acheté, c'est un type que les traders connaissent bien, c'est Tammy Kabash, qui est un professeur agrégé d'économie, donc c'est pas non plus n'importe quoi, qui avait écrit un certain nombre de livres sur le trading, dont un livre sur l'analyse technique que j'ai acheté, que je lui ai payé peut-être une trentaine d'euros. Bon, j'ai compris qu'effectivement, c'était intéressant en termes de savoir comment ça fonctionnait, mais que bon, c'était pas des stratégies qui pour moi me satisfaisaient. Un deuxième bouquin que j'ai acheté, c'était un trader américain qui fonctionnait sur l'euro USD, donc sur le forex, donc avec des stratégies très très compliquées, un livre que j'ai pas compris grand chose, que j'ai jamais utilisé, j'ai dû le payer 70-80 euros. Et le troisième livre que j'ai acheté, là c'était très intéressant, j'ai acheté, écrit par une dame fort sympathique qui s'appelle Madame Pelwal, qui est la spécialiste des stratégies Ishimoku. Alors, tous les traders savent ce que c'est. À l'époque, quand j'avais regardé ça, j'avais trouvé ça assez séduisant. Ces projections de cotation, ces nuages, ces machins, etc. Je dis, tiens, ça peut être pas mal. Et donc j'avais acheté son livre, que j'avais dû payer 70-80 euros. Après j'ai compris, j'ai testé bien entendu toutes ces stratégies. J'ai compris qu'effectivement on tombait toujours dans les lois des probabilités et des statistiques, et que ce n'avait aucune fiabilité en termes de projection de ce que pourrait être une cotation dans un temps donné. Donc en fait ma formation en trading, ça m'a coûté moins de 200 euros en 3 livres que j'ai toujours. Donc, je n'ai pas le temps, je n'ai pas non plus la compétence d'être formateur en trading sur Internet. Je sais qu'il y en a, alors il y en a deux qui font ça très bien, mais ils ont une vraie légitimité. Tammy Kabash a fait des formations de trading sur Internet, mais encore une fois, c'est un professeur agrégé d'économie, donc c'est un professeur, il connaît les choses. Et le second que je peux citer, qui est Benoît Rousseau, qui est un trader que la communauté des traders connaissent très bien, qui est trader depuis, je crois, 25 ans, 30 ans, qui fonctionne sur le mode des supports-résistances. Donc, j'ai déjà évoqué les supports-résistances en termes de stratégie, c'est l'utilisation des sinusoïdales, qui a son intérêt. Et ce type est un ancien professeur d'histoire-géographie. Il a fait son école de trading, mais il a une vraie légitimité pour donner des cours. Moi, je n'ai pas cette légitimité. Si on veut connaître ce que je propose, le résultat de mon travail, on peut effectivement acquérir le livre, mais c'est un livre qui est un objet matériel qui a une certaine valeur. Pour conclure cet entretien, je dirais que s'il y a une dizaine d'années, quelqu'un m'avait dit que j'allais me lancer dans ces travaux-là, que j'allais écrire ce type de bouquin, j'aurais considéré qu'il était tombé sur la tête. Mais pourtant, voilà, 10 ans de vie, et ça a été une aventure compliquée, parce que c'était lié à une période pour moi de précarité, une aventure intellectuelle où j'ai découvert des choses qui me semblent intéressantes et qui me permettent aujourd'hui de vivre tout à fait confortablement, parce qu'effectivement, je ne suis plus dans la précarité financière.
C'est pour ça qu'il m'est paru nécessaire d'écrire ce livre, parce que c'est mon métier, à la base c'est quand même mon métier d'écrire des livres. C'est le résultat de mon expérience, de mes recherches, et ça m'apparaît important de les faire partager aux gens qui s'intéressent au marché financier, mais qui s'intéressent aussi à ce qu'est la physique quantique dans toutes ses dimensions, sociétales en particulier. Et voilà, donc je le propose à la lecture à celles et ceux qui pourront s'y intéresser.